Je fus un saint d'Henri Vincenot, premier tome des Années de colère, troisième partie. Cette convalescence, je le compris tout de suite, devait être dangereuse pour mon âme. Avril était venu, et je ne pus malheureusement pas résister à tous les charmes de ces vacances imprévues. Je ne parle pas seulement du clair soleil, ni des premières fleurs, mais aussi du rythme des travaux, des bons plats que ma grand-mère mijotait. Je ne sus pas refuser le plaisir des promenades faites aux trousses de mon grand-père, grand coureur de hallier, rieur infatigable que l'on invitait au passage dans les fermes. Rire, boire, manger, jouir, boire et manger encore, pour repartir à l'affût de toutes les joies et de toutes les ripailles, la narine ouverte à toutes les brises, à tous les fumets, l'oreille tendue pour saisir tous les craquements joyeux de la forêt, l'œil aux aguets pour surprendre les passages secrets du gibier. Voilà quelle était la vie de mon grand-père et de ses amis. En toute franchise, je ne pus m'empêcher de trouver cela bon. Le temps passa sans que je pusse retrouver ma règle. Comme j'étais loin des nuits de prière, je me raisonnais. C'est la maladie qui t'a amoindri. Il faut donc d'abord retrouver la santé, après quoi tu reprendras la lutte. Mais je m'aperçus que l'on s'accoutume bien plus vite au bien-être qu'à la rigueur. Ne me surpris-je point à faire la grasse matinée, à boire du vin, à reprendre de la tarte, à me régaler du parfum des primevères qui perçaient à travers l'herbe sèche de l'hiver. Ce n'est pas brutalement, mais par capitulations successives que mon ardeur se mit à dépérir. Ainsi, un soir, mon grand-père entra en coup de vent dans la cuisine. « Un sac, Clémentine, donne-moi un sac !» Sa longue figure était rouge de joie. Il rigola une bonne fois, puis il me dit « Viens avec moi !» Il siffla la chienne et nous voilà partis à grande enjambée, pendant que la grand-mère criait « Ne lui fais pas prendre froid !» Le soleil était bas à l'horizon, derrière les grands arbres à travers lesquels luisait le lac. Tout à coup, on entendit une détonation. « Tu entends ?» dit le vieux. « C'est le comte qui chasse le canard. On va ramasser les miettes. » Arrivé au bord de l'étang, on se dissimula derrière les roseaux. L'eau brillait plus claire que le ciel. À la dérive, une canardière, noire comme un tronc flottant, s'approchait des canards qui, groupés au centre, s'envolèrent en masse. On vit alors une lueur partir de l'embarcation, et lorsque la détonation nous parvint, le vol des canards passa bruyamment au-dessus de nos têtes. « Regarde bien !» souffla le grand-père. 5 bêtes volaient bas. L'une tomba non loin de nous dans la boue du rivage. Les 2 autres allèrent s'abîmer dans les ronces des friches. « Regarde, regarde bien !» La chienne, déjà le nez au sol, était partie comme une flèche à travers les roseaux. Au large, le comte et son garde repêchaient les victimes. Puis on les vit se diriger vers la rive, amarrer leur barque, et bientôt on devina dans la brume du soir la petite calèche jaune qui s'éloignait. Tout redevint calme, et petit à petit les bruits familiers se firent entendre. Les hérons revinrent à longs coups d'ailes, et les grèbes recommencèrent leur croisière, dressant bien haut le périscope de leur cou, pendant que les poules reprenaient en ricanant leur poursuite. Du côté des vannes, un bruit de cloche, au loin un claquement de fouet, puis plus rien. C'est à ce moment que nous sortîmes de notre cachette. Déjà la chienne battait l'eau et attaquait la canne blessée, lui broyait les os et la ramenait au sec. Puis ce fut notre tour. Jusqu'à la nuit tombée, nous longeâmes les joncherets. Parfois, au bord d'une flaque, on entendait un clapotis. Le grand-père s'approchait, tenant la chienne par le collier. Le canard déboulait en claquant la boue de ses ailes brisées. « Allez, debout !» soufflait le vieux en lâchant sa chienne. Dans des éclaboussures de vase, c'était alors une lutte zigzagante que je regardais le cœur palpitant. Nous ramassions la bête encore battante et, accroupis derrière une touffe, nous reprenions notre guet. Lorsque les angélus sonnèrent, c'était la nuit. J'aurais voulu continuer la quête aux oiseaux. J'avais les pommettes brûlantes et mon corps sonnait une fanfare. « En route !» grogna le vieux. Par les taillis sans mot dire, nous sommes revenus comme des voleurs, et d'un seul coup, le vieux vida son sac sur la terre battue du cellier. Les cannes grises au bréchet de peluche s'étalaient.
les ailes entr'ouvertes, le bec souillé de sang, et deux mâles festonnés de velours, le col brillant, la tête lustrée, paraissaient vouloir s'envoler, le cou tendu et les pattes effacées. Je m'étais accroupi. Mes mains se mirent à fourrager dans le duvet des jabots. Mes doigts se faufilèrent entre les pattes, dans le creux chaud et troublant qui conduit au croupion humide de fiente. Le grand-père disait « Tonnerre de Dieu, quel bon frichti !» Une gorgée d'épaisse joie m'entoufait. Oui, hélas, j'étais heureux. Toute la nature m'entrait dans le cœur par tous les pores de la peau. Assiégé par tant de tentations, comment pouvais-je résister ? Le lendemain, après une nuit de sommeil effrayant, c'était le salmi, les crotons au verjus avec le vin blanc sec et clair. Où étaient mes nuits d'effort et mes journées de refus ? Ma fière barque coulait lentement, faisant eau de toutes parts, et personne n'était là pour piétiner mon orgueil et me combler de mépris. Jamais, non jamais, je n'avais lu, dans aucun auteur sérieux, qu'une telle débauche pût donner de bons résultats, et à l'instant où je le déplorais, ma grand-mère me faisait boire un nouveau filtre, et mon grand-père, Merlin jovial et sarcastique, m'entraînait vers d'autres enchantements. Après le marais, en effet, c'était la forêt où l'on débardait le bois des afourages, et où nous restions des jours entiers, allumant de grands feux de brindilles. À midi, on écartait le feu et on tirait les braises pour faire chauffer la gamelle et cuire les œufs au lard que l'on mangeait, le ventre à la flamme, la figure rouge, l'œil perdu dans les lointains morvandiaux. Et je me laissais soutement bercer par toutes ces chansons faciles. Jour après jour, tout s'effritait. Je passais mes nuits à dormir comme un commis de ferme. Au réveil, je remettais la culotte de velours et j'allais harnacher les juments pressés de repartir, et nous montions bon train par les vergers. Debout sur l'avant-train, les rênes en main, je m'essayais à faire claquer le fouet court. Aux arrêts, les chevaux se soulageaient de crottes énormes qui fumaient, embaumant l'air d'un relent acide. Puis on repartait en pleine insouciance, la musette pendue au rancher. Comment résister ? Comment retrouver le vertige ? Et puis il y avait le Norbert. Le Norbert était mon frère de lait. C'était un garçon qui jurait des noms de Dieu de bon Dieu depuis l'âge de 4 ans, et il le faisait de si bon cœur que personne ne pouvait lui en tenir rigueur. Il travaillait comme un homme et galopinait encore comme un gamin, quittant la charrue pour aller scier les planches de la passerelle et mettre des grenouilles dans les bures de lait. Je l'aimais bien car il professait que les filles sont des êtres poilus et nauséabonds. Le dimanche, nous partions ensemble, droit devant nous, et notre grand plaisir était de poser culottes ensemble, fesses au vent, derrière les paillets. Souvent, le Norbert disait « Si on jouait à la grenouille ?»« À la grenouille ? Oui, la paille au cul. » Il tirait d'une botte de paille un fétu bien sec, et en rigolant comme un beau diable, se l'introduisait dans le rectum et disait « Souffle, petiot, souffle pour me gonfler !» J'essayais de souffler, mais je riais trop pour y parvenir. Lui hurlait « Souffle, mais souffle donc, bordel de Dieu! T'as donc pas de coffre ?» Je m'y efforçais, mais c'était si drôle de voir cette paille blonde dans cet anus rose de gars bien nourri. Alors, lâchant un paix sonore, il criait « Tiens, gonfle donc celui-là !» Et sa sœur, qui nous regardait depuis le poulailler, riait de tout son cœur. Là-dessus, pour rattraper le temps perdu, on reprenait la fourche et on épandait un tombereau de fumier en 10 minutes, comme des fous en hurlant « Pour un sou, j'achète une fille. Pour 2 sous, je l'emmène chez nous. » Ces chansons-là ne sont obscènes que dans les couloirs des collèges. À Saint-Pancrace, j'aurais passé 3 nuits en prière pour expier chacun de ces crimes. Ici, il ne me coupait même pas l'appétit, et la soupe aux choux, avec son lard de truie, passait comme une lettre à la poste. Dans ma chambre, décorée d'un seul et énorme crucifix noir, je me sentais dépaysée maintenant. Il y avait bien les offices. Je tentais 2 ou 3 fois de retrouver les émotions de la chapelle Saint-Pancrace, mais la messe était banale et le curé bon enfant. Rien n'était comme il fallait. Loin des injures du préfet, je n'étais bon à rien, et j'entendais pourtant la voix de Mimi crier « Je suis bien malheureux !»
Un jour, il se produisit un événement qui aurait pourtant dû me donner à réfléchir. J'allais voir le curé et je venais de traverser le jardinet lorsque l'idée me vint d'entrer par la cuisine. C'était Dieu pour sûr qui m'inspirait car par la lucarne je fus témoin d'un spectacle bouleversant. Le curé était là, à genoux sur les dalles, les bras en croix, la figure tournée vers le ciel, les lèvres balbutiantes, entre une bassine et un paquet de linge sale. Je fus comme paralysé par l'émotion. Le curé, lui aussi, se mortifiait, et pourtant il avait une réputation de bon vivant. C'était un banal curé de campagne, et j'avais sous les yeux la preuve qu'il ne négligeait pas lui non plus les occasions de se mortifier. J'eus honte. Je le fis ensuite se relever, s'emparer d'un récipient en fer, sale et cabossé, se remettre à genoux et boire à même la gamelle, je ne sais quel brouet. Tantôt il buvait le bouillon, tantôt il tentait d'arracher avec ses dents comme un chien les légumes qu'il mâchait. Lorsque j'entrai dans la pièce, il était toujours à genoux, mais ayant entendu venir, il faisait mine de trier son linge sale. Il eut un bon gros rire et s'écria « Tu viens m'aider à faire la lessive ?» J'étais interdit. Il fallait l'avoir vu quelques minutes plus tôt en extase pour croire que ce prêtre débraillé et jovial pût avoir une vie spirituelle aussi profonde. Toutes mes conceptions sur la sainteté chaviraient d'un seul coup, et l'image que je m'étais faite de saint Jean de la Croix se modifiait sensiblement. Au lieu de joues creuses, couleur de cendre, de mains longues et décharnées, peut-être avait-il une face rose, le regard doux et les mains potelées. Dans une certaine mesure, cela me fit du bien de penser ainsi, car la sainteté ne m'apparut plus comme un état inaccessible, et en même temps que l'espoir me revint l'ardent désir de reprendre la lutte. Et même la colère me prit d'avoir été distrait de mon idéal. Tous les hommes étaient ridicules auprès de ce curé lapant sa soupe comme un pourceau. Pourquoi faut-il qu'en sortant du presbytère Norbert m'ait dit « Viens vite, les Stéphanes sont là !» Nous partîmes en courant. En effet, les Stéphanes venaient d'arriver à leur campement habituel, au pied de la pancarte où l'on lisait « Défense aux nomades de stationner sur le territoire de la commune ». Leurs deux roulottes, chargées à craquer, débordaient d'osier rouge et par leurs petites fenêtres moulurées, plus de 10 visages apparaissaient. Rangés sur le patis, l'une verte, l'autre rose bonbon, perchées sur leurs grandes roues, les voitures animaient ce coin habituellement désert. Un feu fumait déjà sous une lessiveuse et le père Stéphane, flanqué de ses 4 fils en veste de velours, fendait les osiers. Plus loin, couché sous une charrette, Bruno, le seul brin de cette famille aux cheveux filasses, jouait de la guitare et personne ne pensait à le lui reprocher. C'était le seul musicien de la famille et tout le monde trouvait normal qu'il consacrât à la musique le temps que les autres passaient à la vannerie. D'ailleurs, lorsqu'il se mettait à faire des paniers, c'était tout autre chose que les grandes corbeilles à linge, toujours les mêmes, qui avaient fait connaître la famille Stéphane dans toute la région. Ces paniers à lui étaient des sortes de bijoux d'osier, tout divers, entremêlés de joncs multicolores, et qu'il vendait bien plus cher que les autres. Lorsqu'il nous vit, il se dressa sur son séant et se mit à rire, puis il gratta sa guitare, d'où sortit une merveilleuse harmonie. Il ne nous parla ni ne nous serra la main. Il se contenta de jouer. Accroupis près de lui, à l'ombre de la voiture, nous l'écoutions préluder. Tout à coup, il se mit à chanter des choses que je n'ai jamais entendues nulle part, ni avant, ni après. J'avais envie de sauter, de bondir, de me livrer à la plus voluptueuse des danses. D'un seul coup, toutes mes bonnes résolutions tombaient, et chose incroyable, j'acceptais une cigarette sale que Bruno sortait de sa poche et me tendait sans cesser de chanter. Et me voilà prenant du feu et tirant de longues bouffées de fumée. Devant mes yeux, un voile se forme qui estompe tout, sans pourtant retirer la poésie des choses. Au contraire, tout disparaît et seule la beauté reste. J'en eus la digestion coupée, et le soir il me fallut retourner aux roulottes, car la nuit, je le savais, c'était encore plus beau.
Je fis donc mine d'aller me coucher, et lorsque j'entendis le signal, je pris le petit paquet que j'avais préparé, et je sautai par la fenêtre. Dans l'obscurité, Bruno m'attendait à l'endroit habituel. Lorsqu'il me vit, sans rien me dire, il sauta dans la friche et se mit à courir jusqu'à la vieille carrière. Plusieurs garçons nous attendaient déjà, et l'on entendait dans la campagne les voix de ceux qui venaient d'un peu partout. Lorsqu'ils virent Bruno, tous se turent. Il ramassa un tas de ronces sèches et de brindilles, un bouchon de paille, un fagot, et imitant le cri du chouka, y mit le feu. On n'entendit qu'un petit pétillement joyeux, puis lorsque la flamme atteignit le fagot, ce fut un ronflement excitant et cruel que le vent du sud gonflait de son haleine. Bruno nous fit signe d'approcher, sans cesser de tirer de sa guitare des accents appropriés, puis il donna le signal du branle en poussant un grand cri. Alors chacun prit une brassée d'herbe sèche et vint la jeter en courant sur le brasier, pendant que le guitariste gesticulait en récitant des mots incompréhensibles. Le foyer s'élargissait au centre de la carrière. Une grande excitation s'était emparée de nous. L'un arrachait à la main des ronces encore vertes, l'autre saccageait les acacias du père Lépée, un autre sciait de jeunes frênes que l'on traînait avec frénésie pour les jeter dans la flamme. Sans dire un mot, les dents serrées, les gars essayaient de se surpasser. C'était à qui ferait les plus belles trouvailles. Un saule creux comme une cheminée fut attaqué et rongé par 20 couteaux. Il ne mit pas plus de 5 minutes à tomber, et il fut traîné jusqu'au brasier, puis des troncs énormes à demi pourris qui sommeillaient le long du fossé furent hissés, roulés et jetés sur le foyer. Enfin j'eus l'idée d'emporter les piquets de clôture d'un pré. Un à un, nous les arrachâmes, puis la barrière elle-même y passa. L'incendie faisait maintenant peur à voir. Il avait plus de 10 mètres de large et la carrière était plus illuminée qu'en plein jour, peuplée de grandes ombres furtives. Bruno, dansant une gigue effroyable, nous tenait sous le charme de sa musique. Tout à coup, il se précipita sur la baraque des carriers. L'épaule en avant, sans cesser de gratter les cordes de son instrument du diable, il se rua sur la palissade et, à notre grand étonnement, la baraque s'effondra. Ce fut une ruée. Chacun prit un étai, une poutre, une brassée de planches, et toute la petite bicoque disparut dans les flammes. Bruno était monté sur un tas de pierres. Il ne jouait plus. On n'entendait plus que le grondement du feu. Et sa voix s'éleva. « Mange et banquette, Seigneur feu, maître de tout. Dévore et digère. Pète de joie et chie tes cendres résiduelles, afin de te conserver en santé, pour nous avaler tous et toutes un jour, pauvres et riches, droits et bancals, mâles et femelles. » Et la ronde commença. C'est à ce moment que l'on s'aperçut que les filles étaient là, et que les plus hardis étaient entrés dans la danse. Nous, détachant de la farandole, chacun venait poser son présent aux pieds de Bruno. Alors il s'accroupit et ouvrit un à un tous les paquets. Lorsqu'il eut trouvé la première bouteille d'eau de vie, il la déboucha, en but une gorgée et jeta tout le reste dans le feu. Cela fit une longue flamme claire et sonore. Une fille s'était glissée près de moi. C'était elle. Le lendemain, le facteur me remit une lettre. Elle portait une écriture chère. J'ouvris et je lus. « Je t'ai écrit plusieurs fois et tu ne m'as pas répondu. J'ai été punie et molestée pour n'avoir pas voulu te trahir et tu ne m'as même pas envoyé un mot. J'en ai assez. D'abord, tes histoires de pureté me font rire. J'ai trouvé un bien meilleur ami que toi. Il est blond et il est bien plus gentil. Je te souhaite une bonne santé. » Au petit jour, j'étais partie, le paquet au bout d'un bâton. Je fis un grand détour pour éviter le Norbert et le campement des Stéphane. Puis, une fois sur la route, je marchais de bon cœur. J'avais résolu de prier afin de ne pas perdre un seul instant, et je combinais de faire une pause toutes les 5 chapelets, mais comme j'en étais à la 30e dizaine, j'eus une inspiration merveilleuse. Assis sur l'accotement, je me déchaussai, et ayant noué les lacets, je pendis mes souliers à mon cou, et je continuai mon chemin pieds nus, tout en reprenant ma prière, et les grands peupliers italiens jalonnèrent mon supplice. C'était comme une procession grandiose entre ces grands arbres droits comme des cierges,
Je ne m'interrompis de prière que pour chanter le Veni Sancte Spiritus. Puis ensuite, ce fut le Veni Creator et enfin le Te Deum, le plus beau Te Deum de ma vie. Ceux qui ont assisté au Te Deum bourgeois me comprendront aisément. Au fur et à mesure que je marchais, je sentais mes péchés s'alourdir, se détacher de moi et tomber. Je savais bien qu'en arrivant à Saint-Pancrace, ce qui resterait ne pèserait pas plus qu'une plume. Je rencontrai des gens qui me regardaient bouche bée. Un vieux cria « Tiens, voilà un compagnon du Tour de France, braves gens, regardez !» Je mendiais des moqueries qui eussent valorisé mon sacrifice. À dire vrai, je rencontrais surtout de l'étonnement. Je ne pouvais pourtant pas porter une pancarte indiquant mes intentions. Pourtant, à la traversée d'un village, des gamins me suivirent en chantant « À la bisque en corne !» et les chiens ne se firent pas prier pour les accompagner. En ces temps de paganisme où les pèlerins de Compostelle ne passaient plus sur les routes, un homme pieds nus fait plus de bruit qu'une automobile. Jamais empereur romain ne fut plus fier de son triomphe, et les monts de Bourgogne prirent un petit air de Golgotha. Tout en priant, je pensais que mon exemple allait peut-être susciter un renouveau de piété dans nos campagnes. Au bout du 12e chapelet, mes pieds étaient brûlants, le talon surtout, et le gros orteil qui était enflé. Mais plus la douleur se faisait vive, plus il me semblait être léger. Je courais presque, et loin d'être abruti par ces 600 Ave Maria, je voyais avec joie s'allonger cette route. Ma joie, bien entendu, fut à son comble lorsque je laissai sur la poussière une trace de sang. Jamais encore je n'avais été si près de ressembler à Jésus. Je m'arrêtai pour contempler mes pieds sanguinolents, et pour la fin du parcours, je résolus de supprimer les haltes. C'est alors que ma douleur, me portant aux choses sérieuses, j'en arrivai à considérer ma vie. Non pas l'avenir comme n'importe quel petit temps ambitieux, mais le présent, cette pâte dont je devais être au terme même de Jésus, un grain de levain. Je ne pris point garde que penser au monde, à Dieu, m'amenait toujours à penser en définitive à moi-même. En effet, la vie spirituelle dans ses détours les plus généreux ne conduisent jamais qu'à soi. Le prêtre parle du drame des âmes. Ce drame ne se joue que dans la cervelle. Il en est l'auteur, l'acteur principal et le spectateur. Charles de Foucault, qui voulait sauver les Touaregs, ne cherchait au fond qu'à bien construire son propre spectacle. Comme lui, j'en étais rapidement arrivé au point où l'on ne peut plus tricher avec les règles du jeu. Il fallait maintenant se dépasser ou se démettre. Si j'avais manqué d'imagination, je me serais démis. Je devais donc me dépasser. Et ainsi je vis que Dieu avait bien préparé ma voie. Eût-il fait autrement que j'en serais arrivé à la même conclusion. C'est là une des beautés de la foi. Comme la souffrance devenait intolérable, je compris que j'avais épuisé tous les moyens de contraindre et de sacrifier mes sens, et qu'il ne me restait plus qu'à m'humilier. En quelques kilomètres de tergiversation, marcher délie l'esprit, ma résolution fut prise. Il me fallait rassembler les élèves de l'école Saint-Pancrace et devant tous mes camarades me discréditer publiquement, me ridiculiser par amour du Christ, en avouant que j'en avais menti, que je n'étais que le fils d'un chef de train, d'un tout petit chef de train messagerie, qui, une fois par semaine, il est vrai, accompagnait la malle des Indes. Aussitôt que j'eus pris cette décision, je me mis à courir. Quelle eau fraîche était donc venue m'inonder pour que je puisse ainsi courir, les pieds meurtris, sur la route, écrasée sous le soleil de midi. Je n'étais même plus tenté de cheminer dans l'herbe fraîche des accotements. Je ne pensais plus qu'à cette odieuse confession publique, et les épines de cette couronne me brûlaient bien autrement que les gravillons des ponts et chaussées. Je me voyais déjà battant ma coulpe, frissonnant de honte, devant 500 élèves bouleversés. Les vieux bâtiments de Saint-Pancrace allaient trembler sur leurs fondations, car semblable événement n'avait pas dû se produire depuis que l'établissement avait abrité les obscurs sacrifices des moines. Je fis le 35e kilomètre dans une véritable extase. Je ne m'aperçus même pas que près d'un pont, je venais de m'affaler sur le bord de la route. Celle-ci était très fréquentée.
Et lorsque je revins à moi, j'étais le centre d'un attroupement. Plusieurs automobiles étaient arrêtés, et l'on m'avait étendu sur une banquette. Bien entendu, je me levai d'un bond. Ils m'offrirent de me ramener en voiture. Je refusai en expliquant que je m'étais endormi. Ils me supplièrent de me chausser, et je leur fis la grâce de céder sur ce point. Mais pour repartir, j'attendis d'être seul, et je retirai mes souliers. J'arrivai à Saint-Pancrace, un matin de fin juin, alors que les examens de passage commençaient. Ceci, en vérité, importait bien moins que l'œuvre de réformation qu'il allait falloir reprendre avec je ne savais trop quel moyen. Les cours étaient inondés de soleil, et tels des bestiaux dans les pâturages, harcelés par les mauvaises mouches. Les élèves étaient groupés dans l'ombre des sycomores, et de leur foule s'élevaient de lourds murmures. Ah, ce n'étaient plus les cris joyeux, les jeux vifs et sains que j'avais connus. Il était évident qu'un malaise pesant tourmentait cette foule, affalée dans les coins, le long des grilles. Quelques élèves d'un pas traînant se risquaient à traverser les larges flaques de soleil, dans lesquelles ils semblaient errer comme des oiseaux de nuit, puis, happés par l'obscurité qui rongeait les cours de tennis déserts, ils se dissolvaient à nouveau dans la masse molle des uniformes sous les arbres. Les surveillants, le regard mauvais, rôdaient autour du troupeau, les mains derrière le dos, la mine inquiète. Arrêté au plein soleil, je les regardais, il ne se passait absolument rien. J'avançais lentement, ils ne pouvaient pas ne plus me voir. Pas un camarade me vint à moi, et pourtant n'avait-il pas prié pour ma guérison? J'avançais encore. Seul Ventelot, un peu à l'écart, me faisait un signe discret. Je restais en tête-à-tête avec l'école. Je sentais bien que le monstre me regardait, mais il paraissait ne plus me connaître. Et pourtant, n'avait-il pas applaudi quelques semaines auparavant à mes succès littéraires? N'avais-je pas retenu l'attention passionnée du collège pendant des mois? Tout cela avait été effacé par le frottement quotidien de la banalité, et cela n'était rien sans doute auprès du reste. Le son de la cloche lui-même paraissait faux et las. À son appel, on vit la horde s'étirer mollement, se désagréger comme au hasard pour se reformer machinalement en rang indécis auquel je me joignis. La cloche sonna une deuxième fois. À peine semblait-on m'avoir reconnu. La montée des classes se fit avec une lenteur maladive. Les internes me parurent sales et déguenillés. Leurs figures étaient tristes, leur teint terreux. Ils avaient tous maigri. Le premier confident fut mon d'hier. Le 26. En arrivant, j'ai cherché Mimi des yeux et je ne l'ai point vu tout d'abord. Il était caché derrière un groupe et il se dérobait en faisant mine de ne pas s'être aperçu de mon arrivée. Il a les cheveux longs. Une mèche qui lui retombe sur l'œil lui donnait l'air crapule. Et sa bouche a je ne sais quel pli amer dont on devine aisément l'origine. Derrière son gracieux visage, malmené par la luxure, on entrevoit une pauvre petite âme sans courage ni relief. Décidément, mon pèlerinage pieds nus, entre deux haies de peupliers italiens, ne manquera pas d'objets et même de combien d'autres mortifications vais-je être obligé de doubler mon action directe. J'ai décidé de prendre à la fois modèle sur Saint Jean de la Croix et sur Saint Ignace de Loyola. Le premier pour la vie secrète, l'autre pour la vie publique. Dans les rangs, Mimi était encore invisible. Je ne l'ai retrouvé qu'en classe. Lorsque je m'assis près de lui, il devint écarlate. Tous les yeux étaient fixés sur nous. Un murmure narquois salua cette prise de contact. Maintenant, je savais à quoi m'en tenir. Non seulement je m'étais pas oublié, mais je le sentais maintenant, cette indifférence cachait une curiosité dont je devais pouvoir me servir à des fins utiles. Mimi perdait pied, pâlissait, rougissait tour à tour. C'est alors que posément je lui dis à voix basse « Je te remercie de ta dernière lettre. Il n'y a pas de quoi. » Sa voix était enrouée comme avinée. « Si, il y a de quoi. Tu m'as donné sur toi de précieux renseignements. J'ai la preuve, par exemple, que la reconnaissance ne t'étouffe pas. La reconnaissance envers qui? Pourquoi? Envers celui qui t'a tiré des griffes du péché, qui t'a donné les joies de la pureté. Il est parti là-dessus d'un éclat de rire. « Tu ne vas pas recommencer tes sermons de bonne sœur, a-t-il dit d'une voix que je ne lui connaissais pas. Je me suis emportée. Voilà la récompense de mes efforts, voilà. Mais le surveillant m'annonça que je serais collé le dimanche prochain. J'étais furieux et je claquai violemment mon pupitre. « Passez à la porte, cria le surveillant. Je sortis bruyamment.
Comme je flânais dans le couloir pour passer le temps, je vis arriver le préfet. J'eus beau me dissimuler dans les plis des pèlerines qui pendaient au pater, il me vit. Il m'a fixé de ses yeux de myope, et marchant droit sur moi, sa soutane flottant de part et d'autre, il me dit « Que faites-vous là ?» Monsieur le surveillant m'a mis à la porte de l'étude. « Est-ce pour cela que vous êtes revenu de la campagne ?»« Non, monsieur. Si vous aviez l'intention de reprendre ici votre vie de dissipation, vous pouviez rester là-bas. » Ce fut plus fort que moi, je me redressai. Je suis revenu parce que mon devoir m'appelait. Il s'est mis à rire de ce rire aigre et cinglant qu'il sait si bien employer. Quelle est encore cette mystification ? Ce n'est pas une mystification. Dieu m'appelle ici. J'ai cru qu'il allait faire une syncope. Il est resté bouche ouverte, le souffle court et sifflant. Ne blasphémez pas, malheureux enfant. Il a attendu un moment, puis à voix basse, « Et quelle est la tâche que Dieu vous impose ici ?» Je n'ai pas répondu. Mon honneur de collégien m'interdisait de parler. Il m'eût tué plutôt que de me faire dire un mot de plus. Le conflit qui existe entre Mimi et moi ne regarde personne, et le préfet, après tout ce qui s'est passé, est bien la dernière personne à qui je parlerai de la grande réforme. Il m'a entraîné dans la classe en disant au surveillant « Vous collerez cet énergumène pour 4 dimanches. » Puis il sortit. À peine était-il dans le couloir que tous les élèves se mirent à chanter la grande muette, une sorte de hymne farouche que chacun fredonne bouche fermée. Le préfet est rentré aussitôt, il était blême. « Toutain, Leblanc, Mortureux, Lafay, Teinturier, vous serez collés dimanche !» Alors, avec une lenteur sereine et calculée, je rejoignis ma place, et pendant que le vaincu sortait, je mis mes manchettes de lustrine noire. Sans le savoir, le préfet venait de me désigner mes lieutenants. Le 27, les événements d'hier m'ont redonné beaucoup de popularité, mais je ne pourrais pas compter réussir dans mon entreprise tant que je n'aurais pas fait ma confession publique. Le 28, je pense avec angoisse à cette confession. C'est une épreuve terrible, une arme redoutable pour mon combat contre le démon. J'offre à l'avance cette humiliation pour le rachat de mes camarades. Le 29. Comment réaliser pratiquement cette confession afin qu'elle atteigne sûrement son but ? Je ne reculerai pas. Le 30, ce sera pour demain. Je vais passer la nuit en prière pour demander de la force. J'en ai bien besoin, plus l'heure approche et plus je me sens incapable d'oser. Pourtant il le faut. Peut-être n'ai-je de l'influence sur les camarades que grâce à ce mensonge. Il faut faire cesser au plus tôt cet équivoque. Et surtout, je ne vois plus que cette façon de m'anéantir. Les camarades se massaient lentement sur le terrain de football. La nouvelle s'était répandue de bouche à oreille. Les uns venaient par curiosité, les autres parce qu'ils subodoraient un scandale. J'étais caché derrière un massif de buis. Je les voyais arriver par groupes. Les cours, blanches de soleil, se vidaient lentement. Sans doute sous les arbres, quelques indifférents lisaient des romans sans paraître s'apercevoir de ce mouvement inusité. Mais petit à petit, toute l'école allait être rassemblée. Les surveillants, étonnés, restaient à l'ombre des marronniers. En me dissimulant derrière les massifs, je parvins près de l'échafaudage sur lequel on dressait les reposoirs. Des tentures y pendaient encore. Quelques vases cachés derrière les tréteaux avaient été renversés par l'orage de la veille et les bouquets morts gisaient éparpillés. Tout cela était encore parfumé d'encens et des pédales flétries jonchaient l'estrade où j'avais combiné d'apparaître. Il ne m'avait pas fallu moins de 4 heures de prière nocturne pour vaincre mes hésitations et me décider à crier mon mensonge à tous mes camarades. À l'appréhension bien naturelle, c'était la première fois que je parlais en public, s'ajoutait la crainte de perdre toutes mes amitiés. Mais c'était précisément là-dessus que je comptais pour broyer mon orgueil, m'anéantir dans le Seigneur et appliquer mes mérites à l'amélioration de tous. L'heure était venue d'utiliser ma faute. J'étais tremblant, bien que l'orage de la veille eût rafraîchi l'atmosphère, la sueur perlait à mes tempes. Ma convocation disait « Rassemblement à 13h30 devant le reposoir ».
Or, le coup de la demi venait de sonner et la foule des élèves se massait sur la pelouse. Caché sous l'estrade où l'averse avait laissé de grandes flaques, je voyais maintenant Chauduro, l'air goguenard, Michel, Ventelot près de Mimi et tant d'autres. Tous ces visages tournés vers l'estrade m'impressionnaient tellement que je me sentais paralysée. Il allait falloir paraître, gravir les 8 marches, me tourner vers eux et m'exposer volontairement à leur quolibet, à leur moquerie, peut-être même à leur brutalité. Cette pensée me fit penser au Christ flagellé, et la pensée du sang répandu et des coups me donna du courage. J'implorai l'Esprit Saint. Un grand déchirement se fit, je ne sais où, peut-être dans ma poitrine, et je dus me mettre à genoux et m'appuyer des 2 mains sur le sol pour ne pas tomber. La boue froide me fit revenir à moi. Ma blouse était mouillée et maculée de terre. Une rumeur remontait de tous ces gens assemblés. Ils étaient là 300, peut-être 400, montés sur cette estrade pour leur dire la plus sotte, la plus banale des vérités. Le fallait-il vraiment ? Il me vint alors à l'esprit cette phrase qui avait fait l'objet d'un des derniers sermons que l'on nous avait fait. « Efforcez-vous de passer par la porte étroite. » D'un élan à cette pensée, je sors de ma cachette, j'avance, je gravis les 8 marches. La rumeur s'est tue. C'est le silence. Seuls les grands arbres continuent à chanter doucement la chanson des abeilles. Le soleil se cache derrière un nuage. Tous m'ont vu. Certains qui croyaient à une mystification changent de visage. D'un geste, j'appelle Mimi. Il ne bouge pas. J'appelle alors Ventelot qui s'approche d'un air important. On entend au loin les roues du tramway qui grincent dans le virage de la place d'Armes. Mes chers amis, ma voix semble se perdre dans le feuillage. Certains camarades se rapprochent pour mieux m'entendre. Je perds contenance. Chers amis, j'entends un rire. Ça y est, le supplice va commencer. Je m'apprête à recevoir leurs coups et d'une seule émission de voix, c'est l'aveu. Mes chers camarades, je vous ai menti. Beaucoup me prennent pour le fils d'un riche armateur breton. C'est faux. Mon père n'est qu'un modeste chef de train et je suis né dans cette ville, rue des Carrières. Que va-t-il se passer ? Suis-je aux portes du martyre ? Il ne se passe rien. Un lent coup de vent plaque ses accords dans les marronniers. Lorsque j'ouvre les yeux, je vois mon pathétique auditoire encore attentif. Personne ne bouge, personne ne rit. Pas un n'aura l'idée de déclencher les huées que j'attends ou d'entraîner ses camarades à l'assaut de l'estrade pour me lapider. Vais-je donc descendre de cette odieuse scène sans tomber sous les injustes coups de mes frères ? J'en suis étonné. La foule est toujours immobile et silencieuse, et maintenant c'est cette immobilité qui me fait peur et ma voix s'élève encore une fois. Je vous demande pardon à tous de vous avoir menti si sottement. La honte me gifle cruellement. En titubant, je descends de mon pilori. Je traverse la foule qui s'écarte sur mon passage, comme la mer Rouge devant Moïse, et personne ne fait un geste hostile, pas même mes meilleurs amis, pas même Mimi. Ils font une haie de chaque côté de moi, et j'entends le bruit de mes pas. Lentement derrière moi, ils reviennent dans les cours, alors gonflés de cris de joie et d'amour, je cours me jeter à genoux dans la chapelle, où je savoure quelque chose de plus doux qu'une déception. J'espère beaucoup de cette confrontation, qui n'est qu'un commencement. J'en recevrai peut-être autant de joie que du martyre. Le lendemain sur mon carnet. Le 1er juillet. Je dois faire une édition spéciale de mon journal. J'en ai déjà vendu 268 exemplaires, chiffre jamais atteint jusqu'à ce jour. Malgré que je fusse aidé de teinturier et de ventelot, il ne m'a pas fallu moins de 5 heures pour la polycopie. Nombreuses sont les demandes insatisfaites et les vendeurs, Lafay, Mortureux, Leblanc, Toutain, sont débordés. Je ne m'attendais pas à cela. Deo gratias. Je ne pensais pas à tirer une leçon de ces événements. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'en pus extraire un enseignement précieux sur la carrière de journaliste. Le 2 juillet, 6 heures du soir, 6 camarades sont venus à moi tout à l'heure. Toutain, Leblanc, Mortureux, Lafay et Teinturier et Ventelot. Ils m'ont dit « Si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à parler. »
Je les ai accueillis avec joie. Moi qui ai longtemps désiré faire des disciples, sans y avoir jamais réussi, j'ai maintenant 6 petits frères. Mais vais-je avoir assez de personnalité et de vertu pour les retenir? Ne vais-je pas les attiédir par une excessive prudence, les lasser par des échecs ou les effrayer par une exigence trop abrupte? 7 heures du soir. Ces 6 petits frères sont à la réflexion de valeurs inégales, et aucun ne pourrait porter une ère, et je crois bien qu'ils admirent plus en moi celui qui par 2 fois a battu Michel que le pitoyable émule de Saint Jean de la Croix. Je ne les crois pas capables de macération, mais est-il nécessaire que soldats connaissent la stratégie et l'art de la guerre au même titre que le général, et ne lui demande-t-on pas la bravoure et l'obéissance? 9 heures du soir. Je veille en priant et je pense à mes amis. Ventelot entretient des relations coupables avec cette fille, et je soupçonne fort tout un de vouloir l'imiter. Il y a là, bien sûr, un apostolat à entreprendre, mais il faut aller au plus pressé. Pour commencer, nous allons établir un code secret. Le 3 juillet. Ventelot, décidément c'est lui le plus intéressant malgré son odieuse liaison, m'a envoyé de sa place un message secret chiffré. SOS, réunion urgente de la fraternité, importante communication sur le scandale. Par la même voie, j'ai envoyé une convocation urgente à mes 6 frères et j'attendis. Les bruits de la classe étaient feutrés comme les gestes d'un fauve. Mimi à mes côtés s'agitait inquiet. Il a remarqué nos conciliabules et notre diplomatie secrète a attiré son attention. À l'interclasse, nous nous sommes groupés et Ventelot a fait son rapport. Il avait pris en filature plusieurs suspects et il pouvait donner des renseignements de grande précision. La façon dont il s'est pris prouve qu'il est audacieux et habile. C'est d'un policier. Il n'est pas encore touché. Le risque et le complot lui plaisent, pas l'idée. Pourtant, il ne manque pas d'ardeur. Dans son regard brille une flamme sourde et contenue qui me plaît. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il vient de nous apprendre. Un cercle est constitué depuis 1 mois environ. Il a cité les noms. Ils se réunissent souvent, fument des cigarettes à bout doré, boivent du vin blanc, apporté par Binchon dont le père est cafetier, composent des cocktails, boivent jusqu'à l'ivresse, et une fois ivres se livrent à des actes répugnants. Il ne pouvait croire que Mimi pût être retombée si bas. Ventelot m'a affirmé qu'il était le plus acharné et très crûment m'a dit « À propos de Mimi, c'est un gamin fichu. Tous les autres s'amusent de lui et se battent pour lui. » C'est bien dommage, mais ce n'est plus Mimi seulement qui est en danger, c'est toute la classe, c'est toute la division qui est en perdition. Il faut agir. Je me suis écrié. Il faut faire une campagne sur le journal, pour l'épuration de la classe, pour la réforme des mœurs scolaires. Tout cela est bien beau, a dit Toutain, mais comment? J'ai eu une idée. Créons un comité choisi parmi les élèves, responsables des grandes fautes collectives, réclamons la représentation des élèves au conseil de discipline. Ils se sont tous déclarés d'accord. J'ai poursuivi. Luttons contre le proxénétisme scolaire, l'hypocrisie et la délation, et surtout contre l'influence pornographique de certains meneurs que nous connaissons maintenant. Au besoin que les délégués, auprès du conseil de discipline, réclament l'exclusion de certains individus néfastes. À la base du système, créons des réunions de comités, des assemblées de classe et des meetings interclasses. On pourrait capturer les meneurs et les torturer, suggéra Ventelot. En réalité, sans penser à la torture, j'avais déjà imaginé une action individuelle directe. Cette pensée m'a donné à réfléchir. Bien que la brutalité me répugne, peut-être y a-t-il une idée à ne pas négliger. Saint Augustin ne dit-il pas « On peut conserver la charité dans le cœur, lors même qu'on est obligé de faire en dehors des choses qui paraissent rudes aux hommes et de les frapper avec une âpreté rude et dure, mais bienfaisante, leur utilité devant être préférée à leur satisfaction. » J'ai répondu « Nous verrons. Organisons d'abord notre campagne. En informerons-nous la hiérarchie ?» demanda Mortureux. « Que non !» me suis-je écrié. « Je suis trop bien placé pour savoir que nos supérieurs ne comprennent rien à rien. Nous ne pouvons nous fier à des gens qui commettent les graves erreurs psychologiques que je puis vous citer.
Puis, je donnai mes ordres. Ventelot et Leblanc continueront l'enquête. Il faut savoir où et quand se tiennent les réunions. Les autres vont tirer à 300 exemplaires le prochain numéro que je suis en train de rédiger. Tous nous essayerons de le diffuser le plus largement possible. En rentrant en classe, je regardais Mimi. Mes occupations m'avaient écarté un instant de ce cher camarade. Je l'ai vu avec un œil nouveau. Il était pâle, il avait les yeux battus, le regard fuyant, la main moite. Je tentai de le dévisager. Il se détourna en ricanant sottement. Il me fit peur, et bien qu'un exercice d'algèbre réclamât tous mes soins, je me mis à prier. Cette oraison fut troublée par un incident d'importance. Le préfet de discipline m'appela dans son bureau. Je le saluai. Il ne me répondit pas. Marchant de long en large, tournant autour de moi, tantôt agité, tantôt calme, il me fit subir un interrogatoire en règle. Étalant sur la table nos 2 carnets de péché, il me dit « Qu'est ceci ? Des carnets ? Quels sont les signes qui y figurent ? Des signes conventionnels ? Que signifient-ils ? Ils ont des significations très différentes. Je veux savoir la signification de chacun. Ces carnets sont des mémentos pour nos confessions. Chaque signe correspond à un des péchés que je vous ai confessés, mais je ne peux vous donner la signification de chacun d'eux car en même temps vous connaîtriez les péchés de mon camarade. Je suis son confesseur, dit-il doucement. Je le sais, mais je ne puis tromper sa confiance. Faites-le appeler et il vous le dira s'il le juge bon, je n'y vois pas d'inconvénient. Le préfet parut alors comprendre la gravité de mes préoccupations, car il se mit à réfléchir. Son visage était plus doux, sa main fourrageait sa barbe, son souffle était plus lent. Enfin il se retourna vers moi, me prit par les épaules et me dit d'une voix très douce. « Expliquez-moi ceci, mon fils. » Je crus l'heure des confidences arriver. Enfin le voile allait se déchirer. Mon cœur déborda, mais je ne pus me résigner à faire le récit de mes lents progrès, de mes pieux efforts, de mes piètres sacrifices. Je ne voulus pas non plus dénoncer le club pervers. Ce n'était pas mon affaire. Ne pouvant parler ni de moi ni des autres, je me tus. Il se leva brusquement. « Vous risquez la porte. Je n'attends plus qu'un nouveau scandale pour vous chasser de cette maison. Je ne veux pas de brebis galeuses parmi nous. » De mon journal, le même jour. Ventelot, tout dessoufflé, est venu me parler. Michel vient de donner de l'argent à Mimi. Combien ? Plusieurs billets de 1000. Où sont-ils tous les deux en ce moment ? Au fond du parc. Allons-y. Nous avons vite fait de regrouper les 5 autres et nous gagnons les profondeurs du parc. En tirailleurs, nous formons une ligne de plus de 100 mètres de long, et nous battons les moindres détails du sous-bois lorsque Teinturier qui marche à l'aile gauche s'écrie « Les voilà ». En effet, Michel et Mimi viennent de se démasquer, et ils tentent en courant de gagner le terrain découvert. Nous leur coupons la retraite. Ils sont acculés dans un coin du parc où les jardiniers déposent des feuilles mortes. Vont-ils se défendre ? Nous les serrons dans l'eau conure et Mimi commence à pleurer, Michel est blême. Ventelot et Mortureux sont sur lui, mais il refuse le combat, il ricane. « Alors que voulez-vous ? Nous libérons Mimi, qui se sauve à toutes jambes. Michel reste ici entre nos mains. Il plastronne. « À la torture !» gronde Ventelot, qui s'apprête à je ne sais quel sévice. Une tempête souffle en mon crâne. J'ai entre les mains un des fauteurs de débauche. Je le soupçonne même d'être l'instigateur du club. J'ai de fortes raisons de voir en lui un proxénète dangereux. Je le sais brutal et hypocrite. Il a saccagé l'âme de Mimi et de bien d'autres. Si les rapports de Ventelot sont exacts, on peut dire que celui que nous avons entre les mains est un être malfaisant. Pourquoi donnes-tu de l'argent à Mimi ? Je n'ai jamais donné de l'argent à Mimi. Je t'ai vu. C'est faux. Ventelot est furieux. Il répète comme un refrain. « À la torture ! À la torture !» Dans l'allée, une ombre s'avance. C'est le préfet de discipline qui lit en marchant. C'est Michel qui donne l'alarme. Accroupi derrière le tas de feuilles, nous attendons qu'il passe. Nous le voyons devant nous. Il tient un stylo à la main et s'arrête puis il se met à parler. « Messieurs, le petit ouvrage que je vous présente aujourd'hui est le fruit de 20 ans d'une expérience d'éducateur. » Il s'interrompt puis reprend en s'éloignant. « Messieurs, ce petit opuscule,
Puis il disparaît derrière les buis et nous reprenons l'interrogatoire. À la torture. À la torture, répètent les autres en nouant autour de son cou son foulard de soie. Tu voudrais m'avoir parce que je t'ai pris ta ficelle, grince Michel. Un coup de poing lui ferme la bouche, sa lèvre saigne un peu. Je pense aux paroles de saint Augustin. On peut conserver la charité dans son cœur, lors même qu'on est obligé de faire des choses qui paraissent rudes aux hommes et de les frapper avec âpreté. Que dois-je faire ? Tout à coup, je pense que nous, qui nous érigeons en justiciers, sommes des pécheurs. Ventelot n'a-t-il pas une liaison avec une fille ? N'est-il pas lui aussi objet de scandale ? Lâchez-le, dis-je aussitôt. Puis, pendant que notre prisonnier s'enfuit, je me tourne vers mes hommes. Nous n'avons pas le droit de faire justice tant que nous ne serons pas nous-mêmes parfaits. Puis à Ventelot. Quand dois-tu voir ta poule ? Ce soir, répond courageusement mon camarade, à 8h, rue des Bornes. Laisse-moi y aller à ta place, je lui expliquerai. Un redresseur de tort doit être lui-même irréprochable. Je vis la fille et je lui demandai de renoncer à fréquenter Ventelot, qui de son côté s'était engagé sur l'honneur à ne point la revoir. Elle renifla et se troubla un peu. Moi qui l'aimais tant déjà, dit-elle en pleurnichant. Montrez votre amour en renonçant à lui. Je ne pourrai jamais. Il le faut pourtant, mademoiselle. C'est plus grave que vous ne pensez. Comment y parvenir ? Priez, mademoiselle, priez sans cesse. C'est que je n'ai pas la foi. Elle vous viendra si vous la demandez. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Et je la quittai. Comme pour récompenser Ventelot de son sacrifice, la Providence avait couronné de succès ses recherches. Il m'attendait, transfiguré, l'œil brillant. Il m'annonça. Le club se réunit dimanche, mais je ne sais encore ni le lieu ni l'heure de la réunion. Ne les quittons pas d'une semelle. État d'alerte permanent, dispositif de combat. À partir de ce moment, les ordres fusèrent. La fraternité était sur le pied de guerre. Depuis que j'avais exigé sa rupture, Ventelot se multipliait, docile et assidu. Le jeudi, j'eus l'immense joie de le voir rédiger un bulletin de confession, et le vendredi matin, à la messe du cœur sacré de Jésus, je le vis s'approcher de la très sainte table et communier pour la première fois depuis la rentrée d'octobre. Le dimanche vint. Je passai ma journée avec les internes, puisque j'étais collé. Quand vint l'étude du soir, rien ne s'était encore produit. Pourtant Ventelot était sûr de son fait. « Attends la nuit, disait-il. Quand vint l'heure de sortir, au moment de passer la poterne à la conciergerie, je me jetai dans l'ombre des massifs et j'attendis comme il avait été convenu. L'horloge monumentale de Saint-Pancrace sonnait les quarts et les demi, et cela me tint compagnie, car l'attente fut longue. Lentement la nuit tomba, une belle nuit de juillet brune et tiède. Le parc se peupla de bruits, de grattements, de murmures. Une à une, les lumières s'éteignirent. J'étais immobile dans les fusains. Les surveillants qui sortaient en ville passèrent près de moi en plaisantant, puis tout retomba dans le silence. Tout à coup, la porte des cuisines s'ouvrit. Une ombre en sortit et se dirigea vers ma cachette. C'était Ventelot. « Nous les tenons, dit-il, suis-moi. » Nous montâmes les escaliers à pas de loup. Ventelot me conduisait. Avec surprise, je le vis prendre l'escalier du grenier. Nous arrivâmes bientôt sous les combles, et dans l'obscurité je sentis des haleines chaudes. C'étaient les autres qui nous attendaient. Nous avancions maintenant dans les 3 greniers surchauffés qui couraient sur toute la longueur du bâtiment. « Halte !» murmura Ventelot. Maintenant nous entendions le bruit de l'horloge monumentale, un ronflement sourd rythmé de chocs et de grincements. Enfin, sous la porte qui conduisait au mécanisme, un ray de lumière apparut. Lorsque j'eus l'œil collé à la serrure, je vis 11 silhouettes se mouvoir autour d'une bougie. Je les reconnus toutes. Ils étaient mollement étendus sur des étoffes et des coussins. 4 bouteilles de champagne débouchées et renversées gisaient devant eux. La fumée des cigarettes s'épaississait à chaque seconde et Mimi, l'œil mou, les cheveux en désordre, une médaille d'or jouant sur sa poitrine, rose, prenait une pose abandonnée, la cigarette au bec. Au-dessus de leur tête, l'énorme mécanisme de l'horloge entremêlait ses axes et ses pignons palpitants, accompagnant l'orgie de ces chuintements de reptiles. Chacun à notre tour, nous regardions par le trou de la serrure.
Les bouteilles étaient en vide, on vit l'un d'eux se lever et en déboucher deux autres, puis il revint s'étendre. Tout à coup, un bruit nouveau naquit et s'amplifia. Des roues à ailettes se mirent à tourner, des pignons encore immobiles entrèrent en transe. Un grincement monta d'une spirale en délire. Un lourd levier se souleva pour retomber avec un han sourd et mystérieux, alors que les énormes vibrations de la cloche éclatèrent par 10 fois dans nos crânes. C'était 10 heures qui sonnaient à l'horloge de Saint-Pancrace. Qu'allions-nous faire? Mes hommes eussent été vexés si j'avais laissé échapper l'ennemi. Il fallait agir maintenant, et l'auteur de la vie des saints avait omis d'envisager ces circonstances. Ô Saint Michel Archange, prête-moi ta cuirasse et ta lance, donne-moi la force et l'invulnérabilité. Ouvrant lentement la porte qui grinça, j'entrai dans le réduit. Il y eut parmi les débauchés un moment de désarroi. Mimi parut défaillir. Je les regardais, les uns après les autres, en m'efforçant de calquer mon attitude sur ceux de sainte Irénée, dévisageant les bêtes fauves dans l'arène. Je comptais beaucoup sur notre calme et notre dignité pour impressionner nos pauvres adversaires. Mais déjà Ventelot et Teinturier, pour se donner contenance, piétinaient les reliefs du casse-croûte, brisaient les bouteilles, saccageaient les odieux coussins. Ceci fait, il y eut un moment de flottement qui eût pu être gros de conséquences, mais grâce à Dieu j'eus un trait de génie. M'étant emparé de la bougie, je sortis, encadré de mes amis, laissant les autres méduser dans l'obscurité. Le lendemain, j'arrivai à l'école nimbé d'une auréole nouvelle. Le récit de l'affaire de l'horloge avait fait le tour de la section. Lorsque j'entrai dans les cours, les conciliabules battaient leur plein. Michel crânait dans un coin, mais il me fut impossible de trouver Mimi. On l'avait vu se diriger vers les classes aussitôt après mon arrivée. J'y montai. Je le trouvai dans une petite salle d'études, affalé sur un banc, il pleurait. Lorsque j'entrai, il parut ne pas entendre. Je lui touchai l'épaule. Il eut un geste comme pour chasser une mouche importune. « Mimi, que fais-tu? J'allais me tuer. »« Comment? Avec quoi ?» Il montra la fenêtre d'un geste tragique. « Où est le temps où nous pourchassions le péché ?» Il s'agita douloureusement sur son banc. « Où est le temps où tu priais avec moi ?» Ses sanglots redoublèrent. « Où est le temps où tu portais un cilice ?» À ces mots, il se redressa, déboutonna sa vareuse, son pantalon et sa chemise, et me montrant une dure corde de chanvre qui lui saignait le ventre, il me dit en reniflant « La voilà !» Il n'avait pas encore pu se mettre dans la tête qu'Osiris était un nom masculin. Il descendit dans la cour quelques minutes après moi. Tous l'attendaient. Il vint à moi et me serra la main. Sans doute quelqu'un qui m'eût attentivement regardé eût constaté que de mon être se dégageait une lueur qui faisait pâlir le soleil. Comme la grande chaleur rendait le football impossible, je fis une partie de billes dans le quart d'heure qui suivit. Les cours étaient désertes. Les élèves, rangés sous les ormes, parlaient des vacances proches. Mimi vint se blottir près de moi et lorsque la partie fut terminée me dit à voix basse « J'ai à te parler, viens avec moi ». Il contourna le terrain de football et disparut dans le parc. Je le suivis. Il m'attendait dans le sous-bois caché par un sureau fleuri qui embaumait plein d'abeilles. Ses yeux brillaient, il vint à moi en souriant. « Je te demande pardon. Je te pardonne bien volontiers. » Il sortit un paquet de sa poche et une liasse de 10 billets de 1000 francs. « Voilà le fume-cigarette et voici l'argent. » Avant que je fusse revenu de ma surprise, il m'enlaça de ses deux bras et me donna sur la bouche un farouche baiser, puis murmura « Tu es un type formidable, c'est toi que j'aime. » Pendant que Mimi se sauvait à toutes jambes, je restais là, debout sous les arbres, comme transpercé de deux lances écartelées à la fois brûlant et glacé, vibrant et inerte, à demi recouvert par l'ombre du doute. Mon cher combat se terminait lamentablement, et Satan triomphait dans le moment que j'avais préparé pour la gloire de Dieu. La grâce m'abandonnait-elle? L'avais-je jamais possédée? Le bijou dans la main droite, les billets de banque dans la gauche, la brûlure d'un baiser sur les lèvres, je pensais à mes disciples. Je ne pouvais plus reparaître devant eux. La cloche sonnait maintenant pour rappeler les élèves. Je l'entendais bien, mais elle ne sonnait pas pour moi.
et je restais caché sous les arbres. J'entendais les cris décroître, et c'était tout à fait. Je perçus également le piétinement des camarades qui entraient dans les études. Les portes se fermèrent. Enfin, ce fut le silence des après-midi de juillet. Je cueillis une graminée pour la mâcher. Un murmure venait des classes. Prières récitées, bruit de pupitre. Je cassai une branche et, fouaillant le tronc de toutes mes forces, je frappai jusqu'à ce que les feuilles fussent déchiquetées, puis me coulant entre les massifs, rampant dans les endroits découverts, enivré par les brindilles qui me fouettaient le visage, je gagnai le mur de clôture que j'escaladais. Je tombai dans une petite ruelle. La casquette d'uniforme dans la poche, je me mis à courir pour sortir de ville et je montai dans la colline jusqu'à ce que l'agglomération eût disparu. Alors, rouge de sueur essoufflée, je m'arrêtai. J'étais dans un ravin où croissaient des pins rabougris. Plus haut, c'était la friche nue au grand soleil. Je m'étendis là, sur l'herbe jaune de mon enfance. Le ciel vibrait du chant d'une alouette qui montait dans le soleil. Un instant plus tard, deux garnements qui buissonnaient en quête de maraude m'aperçurent et me cherchèrent querelle. « Où sont les autres » me dit-il. « Quels autres ?»« Inutile de faire l'innocent, tu connais le secret. »« Quel secret ?»« Allons, pas l'histoire, il est temps de payer ta rançon. Viens la chercher. » Le chef s'approcha pendant que l'autre cherchait à me prendre à revers. Je reculai jusqu'à la carrière, où ils me livrèrent bataille. Je me débarrassai aisément du plus faible, et, après un combat d'une grande violence, l'autre roula sur un tas d'ordures et glissa dans le ravin. Les deux gaillards se relevèrent et me regardèrent avec surprise. J'étais déjà reparti. Pour la première fois, je n'eus pas honte de mes brutalités. Jamais un coup de pied dans le ventre m'avait moins coûté de remords. Qu'aurais-je fait si quelqu'un était venu me parler de douceur et de sacrifice ? J'errais jusqu'au soir dans les cities, sur le bord des éboulis et sur les belvédères rocheux où je grimpais dominant la vallée, je me mettais à hurler à plein gosier. Je ne savais comment user cette force que je sentais gronder en moi pour la première fois. Sur le soir, je rencontrai 3 filles sur une petite route et je les regardais bien en face. L'une d'elles me dit « Tu veux mon portrait ?» Ce tutoiement de fille inconnue me fit du bien, mais je ne lui répondis pas. La mort de Mimi est impossible à raconter tant elle fut brutale, et pourtant quelle place elle tient en ma vie. Il mourut d'une typhoïde peu avant le jour doré des prix. Au cours d'une promenade, il avait bu de l'eau du canal. Il était faible et ne savait même pas résister à la soif. Le soir même, il s'était alité, frissonnant de fièvre, et le délire l'avait pris. Tout le monde y vit la punition de Dieu, mais déjà je ne savais qu'en penser. Ma chair, mon regard, ma peau, mon haleine même étaient changés. Le matin, je me rendais à l'infirmerie pour savoir comment il avait passé la nuit, et le soir, je tentais de m'introduire dans la salle d'isolement, mais je me heurtais toujours au préfet de discipline qui gardait farouchement la porte. Pourtant, j'aurais voulu voir son visage et lire dans son regard l'effort qui pouvait encore le sauver. Un jour, je parvins à gagner la petite chambre où il luttait seul contre les fantômes que je connaissais bien. Il respirait en poussant un cri rauque et régulier. Parfois, il balbutiait et retombait immobile. C'est alors qu'un bruit de pas me contraignit à battre en retraite. Le préfet entrait souvent dans la classe, nous faisait mettre à genoux sur nos escabeaux et se recueillait. Ses joues grasses et cireuses sous les poils de sa barbe paraissaient trembler. Ses paupières se baissaient lentement et ses mains fixes se joignaient en un geste solennel et inexorable. On aurait dit qu'il étranglait quelqu'un. Une salive épaisse et filante affluait alors dans ma bouche et la sueur perlait à mes tempes. « Vous le savez, messieurs, disait-il, un de vos camarades est terrassé par une maladie très grave. » Je m'apprêtais à le suivre dans ses horizons. Je sentais en lui un guide sûr qui saurait dire à Dieu les mots qu'il fallait. N'était-il pas prêtre ? Mon orgueil fondait en un instant, et je lui savais gré de venir ainsi à mon secours. Demandons à Dieu Tout-Puissant de le conserver à l'affection des siens, s'écriait le maître. Et aussitôt le charme était rompu. Comment un prêtre pouvait-il dire de semblables sottises ? De quel œil Dieu pouvait-il regarder un prêtre qui demande la guérison du corps ?
À quel odieux complexe païen pouvait obéir ce porteur de soutane en réclamant un avantage si bassement matériel? Au terme même de ses propres enseignements, il fallait accepter la mort de Mimi en priant simplement Dieu de lui pardonner ses fautes et de l'accueillir dans la paix éternelle. Et même, était-il besoin de prier? Dieu ne savait-il pas absolument ce qu'il devait faire dans sa miséricorde infinie? C'est là que je commençais à penser que prier est une injure à Dieu, et que la seule oraison possible était la paraphrase du Fiat voluntas tua. Le préfet commençait alors une dizaine de chapelets. Je m'associais à la prière commune, mais je me désolidarisais de son objet. Mes lèvres récitaient les mots de l'Ave Maria, mais je les appliquais à des intentions opposées. Qu'il meure, que son corps retourne au néant, s'il plaît à Dieu même, et surtout si je dois en avoir le cœur déchiré. La dizaine terminée, le regard du préfet, qui s'était jusque-là dérobé sous mes molles paupières, se dirigeait vers un point du plafond, et ses lèvres lançaient vers le ciel ces révoltantes paroles. « Jésus, guérissez-le » Et les autres fascinés répétaient par 3 fois. « Jésus, guérissez-le » !« Jésus, faites qu'il vive » Et tous ces moulons bêlants de peur entonnaient l'hymne de faiblesse et de scepticisme. « Faites qu'il vive » C'était grotesque et hideux. Je serrais les dents pour ne pas céder à ce paganisme, à cette frayeur moutonnière de la mort si éloignée de la soumission et de la confiance en Dieu que l'on nous apprenait dans cette maison même, et je cessais de prier. J'offrais Mimi à Dieu. Je donnais le sacrifice accablant de mon amitié, la première et la seule amitié de ma vie. Pour tenter d'élever le débat et de contrebalancer ces déplorables sermons à rebours, je choisissais en récréation les groupes les plus inertes et je tentais d'y jeter le levain de ma foi. Pourquoi prions-nous pour la guérison de Mimi? Parfois on m'accueillait d'un haussement d'épaule et l'on se remettait à parler tennis. Je m'écartais horrifié. D'autres fois, il arrivait qu'un camarade me fît cette réponse. « Tu étais bien content lorsque tu étais malade qu'on fasse une veine pour ta guérison ?» Je répondais, « Je n'ai jamais demandé à guérir. Dieu en est témoin. J'ai appelé la mort de toutes mes forces. » Un jour, un surveillant que nous nommions Méhari m'entendit. J'avais parlé haut à dessein. Et il me dit avec douceur, « Mais tes parents, mon petit. » « Mes parents n'ont rien à voir dans cette affaire, avais-je coupé. Hors de moi. Jésus pouvait d'un mot tout arranger. Le vendredi saint, il ne l'a pas fait. Il a traîné sa mère jusqu'au calvaire. Pourquoi prenons-nous tant de précautions avec nos parents dans ces circonstances sinon par lâcheté? Le surveillant se tut, me regarda longuement et rejoignit le groupe de ses collègues. Je m'approchai d'eux. Je ne pus saisir ce qu'ils disaient. Non que le son de leur voix ne me parvint pas, et parce qu'ils semblaient parler une langue que je ne comprenais pas. Je retins pourtant ces phrases. Le cynisme filial, mon cher, est fréquent à cet âge, et ce n'est le plus souvent qu'une manifestation de la plus grande pureté. Chez les animaux, où il est de règle, est-ce de la pureté? Dit un séminariste sarcastique. Certainement, l'abbé, s'écrièrent les autres avec véhémence. Chez les individus sauvages, je m'écartai. J'étais écœuré et désagréablement surpris d'entendre des étudiants se perdre ainsi dans ce dédale de mots vides de sens. À quoi leur servait donc d'être instruits s'ils étaient incapables de vivre dans ce monde familier où j'évoluais sans peine? Et je me remis à supputer le bénéfice que Mimi pourrait retenir de son agonie, mais d'heure en heure un grand trouble m'envahissait. Le soir, je me mis au lit, et sous les draps je touchais du doigt le chanvre hideux de mon cilice. Je l'arrachai, et le jetai au hasard dans l'obscurité. Je l'entendis retomber, lourd de sueur et de douloureuse vanité, dans ma cuvette de toilette. C'est ce bruit mou qui m'en dégoûta complètement. À quoi bon continuer le jeu si tout le monde trichait? Le lendemain, la chaleur se fit accablante, et sur les classes où tout le monde somnolait régnait une effrayante monotonie. Tout l'établissement paraissait figé de peur. Personne n'osait parler à haute voix dans les grands couloirs, et pendant les récréations, tous étaient massés près des portes comme pour tenter une évasion massive. Au début, j'étais poussé vers la chapelle, où j'entrais non pour y prier, mais pour m'asseoir et tenter de réfléchir dans le calme et la fraîcheur. Lorsque j'ouvrais la porte du sanctuaire, j'y voyais le préfet, affalé la tête dans les mains,
ou le regard étrangement fixé sur la lampe de l'autel. Je restais un instant sur le seuil, puis je me remettais à errer clandestinement dans les couloirs pour guetter l'arrivée du médecin et le suivre du loin des yeux. Puis enfin, je pris le parti de rester assis dans la cour sans penser, et je refusai tout net de me joindre aux prières de neuvaine. Mimi mourut avant qu'elles fussent terminées. Lorsqu'il mourut, j'étais prêt. Je n'étais plus moi-même. Mon enfant s'en allait avec lui. Il me libérait de tant de contraintes. Il m'affranchissait de tant d'ignorance que la date de sa mort est en même temps celle de mon entrée dans la vie des hommes. On pourrait me dire « Mais tu le haïssais, cet enfant riche et gâté. Sa mort ne devrait donc pas te désespérer. » Certes, mais je perdrais en lui l'instrument. Il se produisit, lorsqu'il fut mort, des choses épouvantables. D'abord, on le laissa dans une chambre isolée de l'infirmerie, que l'on transforma en chapelle ardente. Mais il y eut des démêlés sordides avec le service d'hygiène, et nos supérieurs furent inquiétés, avec le médecin de l'établissement. Ainsi la maison fut troublée par des allées et venues de fonctionnaires. On entendait des discussions ridicules jusque dans la chambre mortuaire. Je tentai d'y pénétrer à diverses reprises. Mais la porte en était fermée à clé et je crus étouffé là, dans ce couloir immobile, appuyé contre la cloison. À la troisième tentative, j'avais apporté un trousseau de passe-partout, dont j'ignorais d'ailleurs le maniement. C'était la veille des prix. Dehors, la canicule endormait tout. Dans le couloir, au contraire, il faisait presque frais et à travers la porte m'arrivait le parfum des fleurs apportées par des amis, des professeurs. On se serait cru près d'un de ces reposoirs de fête-Dieu autour desquels évoluent des enfants en robes roses et bleues jetant des pétales. Je restai un instant immobile, écoutant si personne ne venait, puis je sortis mon trousseau. Lorsque j'introduisis le passe-partout dans la serrure, j'entendis craquer le parquet. Un pas lent et feutré s'approcha de la porte qui, doucement, s'ouvrit. Ce fut le préfet de discipline qui, la figure bouleversée, apparut. Son visage était pénible à voir, car on aurait dit qu'il riait. Il me dit « C'est encore toi, que veux-tu » Il murmurait comme au confessionnal, me tutoyant pour la première fois depuis bien longtemps. J'étais tellement surpris que je ne pus répondre. Il répéta « Que veux-tu » Je voudrais le voir. Il me fit signe d'entrer et me désigna le prie-dieu au pied du lit. Je ne m'y agenouillai point. Nous regardions tous deux cette figure charmante, un peu durcie par la mort. Nous restâmes un instant ainsi, puis ce fut le prêtre qui se jeta sur le velours grenat de l'agenouillard. Il eut comme un sanglot et j'entendis sa voix si redoutée, si aimée, qui disait « Mon Dieu, mon Dieu !» J'étais toujours debout. Je ne fis pas un geste. Mes mains ne se rejoignirent pas. Je sortis l'œil sec, la lèvre ferme. La colère grondait en moi. Ma plus grande souffrance n'était pas de savoir que d'autres avaient touché, vêtu, ce cadavre, ni que d'autres avaient le droit de rester en tête-à-tête avec lui. Tout cela m'était égal. Je n'assistais ni à la levée du corps, ni à l'enterrement, et je sortis de la ville pendant que sonnait le glas. Je rejoignis les friches et je marchais comme je l'avais fait le jour du baiser. Je ne trouvais plus de chagrin ni de faiblesse en moi. Non seulement le souvenir de ce baiser ne m'inspirait plus aucun dégoût, mais encore la joie, oui, la joie inondait mon corps. Un bon chrétien, je le savais, doit toujours s'inquiéter lorsque son corps se complaît, du moins c'est ce que l'on m'avait appris. Je n'étais donc pas un bon chrétien. Tant pis. J'étais perdue et je n'avais plus rien à faire à Saint-Pancrace, ni dans la chapelle, ni dans une église, ni dans une famille honorable. Le baiser avait fait naître en moi un tel frissonnement que je sentis pour la première fois qu'à côté de ce que je savais, il y avait d'autres choses et que les curés ne m'avaient pas dit le quart du centième de ce qui doit être dit, et j'attendis jusqu'au soir couché dans l'herbe. Ma décision était prise. À 11 heures du soir, j'entrai à la gare où je prenais un aller première classe pour Saint-Brieuc. Pour la première fois de ma vie, je payais pour voyager, mais j'étais riche. N'avais-je pas les 10 000 francs de Mimi ? Je donnai 2 des billets de la liasse, on me rendit la monnaie et je passai sur le quai. La nuit était étoilée et les wagons Pullman, illuminés comme pour une fête, passaient sur les aiguilles du poste 2 en entrant en gare.
Je montai posément dans une voiture et m'installai sur les beaux coussins d'un compartiment vide. Par la portière, je vis encore le fantôme des églises, puis après le changement de machine, il y eut les soupirs de l'essai de frein. L'aboyeur psalmodia les mots magiques que les wagons attendaient en geignant, et le convoi partit enfin vers la mer. J'aurais dû dormir, je ne pus. J'étais seule dans mon compartiment. Aussi je me mis à marcher d'une portière à l'autre pour essayer d'entrevoir les campagnes fuyantes dans la nuit. Au passage, je voyais la lumière des postes de cantonnement, où je savais qu'un homme de ma condition, penché sur ses leviers, surveillait notre passage. J'avais baissé la vitre. Une tiédeur brutale me fouettait le visage, et par-dessus le fracas du train, j'entendais le grelottement strident des grillons. Penché à la portière d'un compartiment de première classe, je répondais enfin à l'appel de l'aventure. J'arrivai au Légué à 4 heures du soir, et tout de suite je voulus voir la mer. Elle m'apparut pour la première fois entre deux toits d'ardoise. Elle était d'un gris vert et ressemblait aux descriptions que j'en avais faites. Un instant plus tard, je flânais dans le quartier du port. L'eau sale qui montait lentement dans le bassin soulevait 2 cargos pouilleux, à la carapace rouge et noire, et plus loin un beau voilier. En voyant ce bâtiment, j'eus un grand espoir. En un clin d'œil, je fus sur le quai et non sans émotion, je lus peint en merveilleuses lettres blanches sur fond de coaltar son nom, Santa Anna, puis en lettres plus petites et moins artistiques Savorna. Je demandai à un passant, quand part-il? Après-demain et où va-t-il? En Espagne, à Huelva. C'est un navire espagnol. Le rêve était fini. La réalité surgissait, lumineuse, de tous ces brouillards de l'attente. Je regardais la Santa Anna. Elle penchait encore un peu. L'eau n'était pas étale dans le bassin. Son panneau arrière était décoré avec goût d'une figure représentant une femme environnée de fleurs et de bouquets. Un petit hublot ceint de cuivre ouvrait un œil curieux, et la bande était une guirlande sculptée jusqu'à la hauteur du mât d'artimon. Le pont était désert et propre, les écoutes bien lavées, les fers fraîchement repeints, et l'on ne voyait aucune trace de chargement. C'était à croire que la Santa Anna était arrivée là dans la nuit, comme un bateau fantôme, mystérieusement propre et silencieux, pour repartir plus silencieusement encore à la faveur d'une brise propice. Je m'assis sur le quai. Un petit rentier s'en allait à pas comptés en fumant sa pipe. Un homme vint derrière moi et resta immobile contemplant la jolie forme du voilier endormi. « Beau bateau, lui dis-je. »« Oui, pas, répondit-il avec son accent du Penthière. Plaisance? Un 3 mâts carrés. Je ne crois pas. A-t-il chargé quelque chose? Je ne sais pas, j'étais à la mer quand il est venu. Je ne l'ai jamais tant vu qu'aujourd'hui. La Santa Anna était-elle venue pour moi seule? Maintenant elle commençait à flotter, environnée d'hirondelles de mer et de goélands, et chacun de ces lents mouvements faisait osciller la passerelle blanche, qui la reliait au quai. Aussitôt que j'eus mis le pied sur cette planche, je ressentis dans tout mon être le balancement de la mer, qui anime jusqu'au fond des arrière-ports les moindres barcasses et les transforme en des continents nostalgiques. Je faisais partie de ce mouvement de houle qui donne à la plus noire des épaves cette respiration profonde d'être vivant. La Santa Anna respirait pareillement dans le bassin du Légué. Entraînée par le poids de sa mâture, elle accusait chaque soupir de la houle et semblait ainsi prendre déjà son air. Je m'y sentais plus ferme et plus assurée que sur terre, où tout m'était si étranger, si difficile et si contraire, et ce fut avec un grand espoir que je m'approchai de la jolie petite porte de pitchin qui commandait l'entrée de ce curieux navire. Sur une plaque de cuivre dûment fourbie, je lus encore ce nom si cher, Santa Anna. Je frappais. Le silence du bord me répondit. Je frappais encore. Sous mon poing, la porte rendit un son profond qui se répercuta. Le bâtiment vibra tout entier. Je supposai que tout l'équipage devait être à terre, et je parcourus le pont en tous sens, lentement caressant les écoutes et cherchant à découvrir sur le pont bien lavé les traces que la cargaison ne manque pas de laisser sur un bâtiment. Mais les planches étaient si soigneusement calfatées que je n'y découvris rien.
Sur le gaillard d'avant, j'aperçus enfin couché sur le pont un homme qui paraissait dormir à l'ombre d'un rouleau de cordage. Des mouches se posaient sur son visage et il les chassait d'un geste machinal. Je m'approchai de lui et lui demandai en espagnol « Homme, où est le capitaine ?» Il ne répondit pas et resta immobile. Je lui touchai l'épaule. Alors il se leva d'un bond et, me souriant, me fit comprendre qu'il était muet, puis il me fit signe de le suivre. Ses pieds étaient nus. Il était de petite taille, portait une ceinture de flanelle grenat et le petit béret espagnol. Il trottait devant moi en me conduisant vers les petites rues voisines. Il s'arrêta devant un café et eut un geste qui signifiait « C'est là !» et il rejoignit son bord en courant. Le bistrot était vide. Seule une vieille femme tricotait dans l'arrière-boutique. Elle vint à moi. « Le capitaine de la Santa Ana est-il ici ?»« Diable, mon gars, oui, il est dans la cour. » Traversant la salle, je passai dans la courette où 6 hommes bronzés buvaient en jasant. J'allai droit à eux. Je désirerais parler au capitaine de la Santa Ana. Un petit homme torse se leva. « C'est moi. Si vous allez à Huelva, commençai-je, et que vous ayez besoin d'un homme pour ce voyage, j'en suis. Tu tombes bien, j'ai besoin d'un matelot, et je vais à Huelva en relâchant 2 jours à Lisbonne. Me prenez-vous ? Oui. Quelle est ta spécialité ? Je n'ai jamais fait que la pêche, mais la pêche est quelquefois plus dure que le cabotage. Quelle pêche ? Terre-Neuve. Sur quel bâtiment ? Il avait le même nom que le vôtre, Santa Ana. Il fit la grimace pendant que les autres riaient. Français ? Demanda l'un des buveurs. Oui. Alors d'où vient que tu parles espagnol ? Je l'ai appris à l'école. Alors dit un autre en me saluant, trop heureux d'avoir parmi nous un seigneur étudiant. Quel âge ? Prenez-moi, je suis très fort. Il me regardait tout en riant. Comment est la jeune fille ? Dit un troisième, brune ou blonde. T'a-t-elle trompé ou bien est-elle morte ? Le capitaine fit apporter un verre et le remplit à une bobonne qu'il avait posée par terre. Le vin était épais, très riche en couleur et en alcool. Il titrait bien 16 degrés. Je bus le verre d'un trait, car la marche m'avait donné soif. À peine avais-je posé mon gobelet qu'on le remplissait à nouveau en riant. « Bois donc, Abré !» me disait le capitaine en me donnant de grandes tapes dans le dos. « Pour les papiers et les formalités, commençai-je. Oui, oui, nous verrons ça plus tard, André. » J'avais encore très soif et je ne pus m'empêcher de boire encore un grand verre de ce vin écœurant. Je voulais avoir l'air d'un matelot à qui l'alcool ne fait pas peur. Pour le travail, disais-je, je serai exemplaire si on m'indique d'abord le nom de toutes les voiles et de toutes les écoutes en espagnol. N'aie crainte, seigneur écolier, nous t'expliquerons tout ça. Tu sauras l'espagnol qu'on parle dans les ports et tu auras vite fait d'oublier celui de Calderon qu'il faudra garder pour les examens. Je me levai. Puisqu'il en est ainsi, seigneuresse, dis-je, je reviendrai demain matin au petit jour avec mon paquetage. J'avais l'intention de m'acheter des vêtements en ville, ainsi que quelques provisions, mais ils me retinrent en me redisant. Bois encore de ce bon vin, mon fils. Tu es à moitié espagnol par la langue, et il faut que tu le deviennes tout à fait par le ventre. Assieds-toi et bois avec nous. On remplit encore mon verre, puis un jeune matelot se mit à danser au son d'un harmonica en claquant des doigts pour imiter le son des castagnettes. Petit à petit, je m'accoutumai à cette atmosphère et l'angoisse du début m'abandonna. J'étais bien. L'aventure me plaisait. J'étais matelot sur la Santa Ana et je partais pour Huelva. La musique était si relevée et les danses si frénétiques que je me levai et me mis à imiter les pas de mon collègue. Il me sembla que j'y réussissais, comme par enchantement, et que j'obéissais à merveille au rythme andalou. Pourtant, à force de tourner, j'eus une sorte de vertige auquel je résistais. Pour faire bonne figure, je dansai cette rota endiablée. Lorsque nous eûmes terminé notre morceau de danse, on nous fit une ovation et je m'effondrai sur place. « Fils, » me disait le capitaine en m'embrassant, « je n'ai jamais vu danser comme toi. » Puis, se tournant vers les autres, il s'écria « Voilà bien l'homme qu'il nous faut. » À ce moment, ces moricots mal vêtus m'apparurent comme de gigantesques personnages, hauts en couleur et doués d'une intelligence pétillante. « Bois, seigneur écolier, me disait-il, car lorsqu'on est matelot, il est bon de faire la noce quand on est à terre. » Et je buvais.
L'harmonica jouait sans trêve. Tantôt je me levais pour danser, plein de vigueur et la tête légère, tantôt je me bornais à l'écouter et à regarder sans le voir le jeune danseur. Aïe! Criaient les hommes à chaque reprise, et le jeune homme s'élançait infatigable. D'autres personnes arrivèrent. Je crus voir que c'étaient des femmes. Je me levai et je leur dis de belles choses pour les accueillir, puis je m'endormis lourdement. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais dans un réduit assez obscur, éclairé par un hublot carré. Nous devions être en mer. Une grande émotion me saisit. Je me levai avec peine. La pièce où je me trouvais était encombrée de lave-ponts, de cordages, de seaux et de filets. Avions-nous quitté la baie? Allais-je encore voir les côtes du Penthièvre lorsque je serais sur le pont? J'appelais. Personne ne me répondit. Je pensais qu'ils étaient tous à la manœuvre et je me dirigeais vers l'étroite porte. Il me sembla alors que les mouvements du bateau devenaient plus forts. Je n'en fus pas étonné, car j'avais lu dans les livres que le vent fraîchissait aussitôt que l'on quittait l'abri de la baie de Saint-Brieuc. J'ouvris la porte à grande peine. Devant moi, par un porche, je vis le quai blanc de soleil, l'eau sale du bassin, puis la colline de sous la tour. Je courus sur le quai. Il était désert. Je regardai le bassin et il était vide. Mon ivresse s'évanouit sur le champ. Un homme vêtu de blanc se promenait, un appareil photographique à la main. Je l'abordai. « Y a-t-il longtemps que la Santa Anna est partie ?» Il eut l'air étonné et balbutia quelques mots d'excuse. « Le voilier ?» dis-je, le voilier qui était là. Je n'ai pas vu de voilier. Je dus avoir l'air très contrarié, car il me demanda d'un ton compatissant, en regardant mes vêtements fripés. « Vous étiez matelot à bord de ce bateau ?»« Oui, monsieur, il est parti sans moi. »« Mon pauvre ami, dit le Parisien, qui ne connaissait rien à la marine, mon pauvre ami, le capitaine va vous faire fouetter. » Je ne le détrompais pas, et j'interrogeai un gamin qui pêchait les gobies. Celui-là non plus n'avait rien vu. Je suivis les quais, j'entrai dans une auberge de sous la tour pour manger une bonne soupe au congre, des bigorneaux et de la salade de tomates. Je bus de l'eau, bien entendu, et j'achetai l'Ouest éclair à un petit bossu qui passait. Je lus la date, 13 juillet. Je me souvins que c'était le jour des prix à Saint-Pancrace. À cette pensée, je me lève. Ce doit être quelque part à l'ouest, dans la brume qui monte de la mer, que se situe mon village de rêve. Depuis la mort de Mimi, je ne l'ai jamais évoqué sans avoir comme une nausée. Insoupçonné de tous, il palpite encore de mon souffle. Irai-je assister à son agonie, ou plutôt irai-je sur les falaises constater qu'il n'existe plus, mort avec mon voisin d'études? Non. Je m'avouerai tout simplement qu'il n'a jamais existé, car je me sens une lassitude affreuse pour tout ce qui touche le rêve. Je sais que c'est à ce signe que les éducateurs reconnaissent leur victoire. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce pays où je ne trouve que des cadavres et je regagne la gare. J'ai connu un an de sincérité, tout le monde ne peut pas en dire autant.